Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission qui vous est proposée par la FGTB dans le cadre du magazine Opinion. Alors, il ne vous aura pas échappé que ces derniers temps, il ne fait pas bon manifester, faire grève, résister au détricotage de nos biens communs, résister à la casse de nos services publics, de vos services publics. Les syndicalistes, les cheminots, les gardiens de prison et tous les citoyens de manière générale qui, avec eux, se mobilisent pour plus de justice sociale et pour la défense de nos droits à tous, sont rapidement, très rapidement assimilés à des preneurs d'otages ou à des terroristes. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va prendre cette actualité à rebrousse-poil et on va s'intéresser à des femmes qui ont osé faire grève pendant 12 semaines. Rendez-vous compte. C'était il y a 50 ans, à la Fabrique nationale à Herstal. 3000 femmes qui ont dit non, tout simplement, à des salaires et à des conditions de travail indignes et qui ont décidé de se battre pour l'égalité. Aujourd'hui, ces femmes de la FN, ces 3000 travailleuses en grève, on les cite en exemple. On ne les traite pas de terroristes parce qu'elles ont changé, tout simplement, et pour de bon, la vie des femmes. Voici une page d'histoire, restée aujourd'hui encore d'une actualité brûlante. Regardez. J'ai connu des femmes qui ont pleuré là, quand on a commencé, et moi aussi. Pendant une semaine, j'en ai bavé. Je ne voudrais plus recommencer ça. On était remplis d'huile, on était sales, on était plein de boutons. Alors là, on puait, voilà pour dire le terme. On n'avait que 20 minutes pour manger. Et il fallait éviter. Il y avait même des femmes qui n'allaient même pas manger, ou elles mangeaient à leur machine. Voilà, le plus dur. On était contentes quand on sifflait bien vite 5 heures pour partir de là. Bienvenue sur le site de l'exposition Femmes en colère qui rend hommage au combat des femmes de la FM, les femmes machines, ouvrières. Ces femmes ont ouvert une brèche énorme dans l'histoire de la Belgique. Elles ont réclamé à travail égal, salaire égal. Nous sommes ici en 1966, moment où l'Europe, le marché commun, est en train de se créer. Et un des textes fondateurs de ce marché commun date de 1957, c'est le traité de Rome. Et l'article 119 dit ceci. Chaque État membre assure, au cours de la première étape et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Lorsqu'une femme se présente à la FN, il y a une grille barémique de salaire. Les femmes ne peuvent accéder qu'à la catégorie 1, 2 ou 3. Un homme qui se présente à la FN et qui est engagé comme manœuvre, poste de base, élémentaire, est engagé directement à la catégorie 4. Donc ces femmes, pour ce travail de haute précision, vont être victimes d'un sous-salaire qui correspond à environ 35% de moins par rapport à un salaire masculin. La FN, Fabrique nationale, qui fabrique majoritairement des armes de chasse et de guerre et des munitions. C'est une ville dans la ville, 30 hectares, 13 000 travailleurs. Et parmi ces 13 000 travailleurs, il y a un tiers de personnel féminin, notamment dans le grand hall et à la cartoucherie. Alors, c'est une entreprise extrêmement bénéficiaire. Il faut le savoir qu'elle engrange énormément de bénéfices. Entre 1958 et 1965, c'est 1437 millions de francs belges de bénéfices, avec 400 millions de francs belges de réserve. Donc 10 millions d'euros, c'est énorme. Et cette réserve, elle n'est possible que grâce au sous-salaire des femmes.
le travail des femmes machines était un travail extrêmement pénible. Quand on arrivait bosser le matin, il était 6 heures et on arrivait dans des grands halls où les machines étaient entassées les unes sur les autres, avec des grandes courroies qui traversaient l'espace de haut jusqu'en bas. Et donc, ces machines généraient évidemment une très très grande chaleur à travers leur activité et les températures pouvaient monter jusqu'à plus de 50 degrés. Ajoutez à cela une ambiance sonore extrêmement épuisante, 90 décibels en permanence, produits par le bruit des machines. C'est extrêmement fatigant pour ces travailleuses d'être dans cette ambiance sonore. Ajoutez à ça, c'est pas fini évidemment, le travail dans l'huile de poisson ou l'huile blanche pour graisser les pièces, pour qu'elles soient fluides, pour qu'elles puissent être manipulables et glisser dans les machines. Cette huile, c'était une huile de poisson extrêmement odorante qui s'imprégnait jusque dans les pores de leur peau. Et on travaillait avec un gros tablier, des sabots en bois, donc comme au 19e. Il y avait à terre de la sciure de bois parce qu'elles étaient remplies d'huile de la tête aux pieds. Les scènes d'évanouissement sont multiples. Les femmes qui sont enceintes jusqu'aux dents doivent maintenir la cadence. Elles sont payées aux pièces. Elles sont contrôlées par les contremaîtres, les régleurs. Elles doivent suivre la cadence. Et le travail de ces femmes machines, c'est quoi ? C'est passer invariablement d'une machine à l'autre pendant leur journée de travail complète, dans cette chaleur, dans cette ambiance sonore, épuisante, éreintante, dans cette huile de poisson. Et elles vont, selon les sources, transporter jusqu'à 10 tonnes de limaille par jour en passant invariablement d'une machine à l'autre. On avait 5, 6, des fois 7 machines. On tournait tout autour, on commençait la pièce et on la finissait. J'avais 5 machines et une foreuse. Et on faisait des armes, des revolvers, des carcasses. Voilà. Moi, je cassais beaucoup des mèches, moi. Alors, j'étais souvent gueulée. 90% de ces travailleuses sont syndiquées, majoritairement à la FGTB. Herstal est un bastion rouge, c'est une ville de gauche, clairement ancrée. Il y a aussi une forte présence communiste qui va avoir une présence déterminante dans l'enclenchement de cette grève, puisque cette grève va être amorcée en partie par des militantes syndicales, mais également par des militantes communistes hors structure syndicale. Nous sommes en 1965. Le marché commun qui a signé le traité de Rome quelques années avant oblige, force, impose à tous ses États membres de parvenir à cette harmonisation salariale, à cette égalité salariale entre hommes et femmes. Alors, il y a des accords nationaux qui doivent se mettre en place. La classe patronale fait traîner, on est en novembre 1965, on doit signer pour 1966-1968 de nouvelles conventions salariales et donc ça se passe à un moment stratégique très très important. Ces femmes machines, il y a dans ces femmes machines, on en a parlé, quelques femmes outillées politiquement, des militantes syndicales, des militantes communistes, des militantes progressistes et féministes. Donc elles ont les outils pour comprendre qu'il faut qu'elles bougent, qu'elles sont le nombre, elles sont plus de 3000 et elles sont, il faut le dire, à un endroit stratégique de la chaîne de montage, elles sont au début de chaîne de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si elles arrêtent de bosser, il n'y a plus de travail pour les autres, c'est comme si on coupait un robinet. Et donc, finalement, le chômage technique va petit à petit s'installer dans l'entreprise. Elles le savent, elles savent qu'elles sont en force, elles savent qu'elles sont dans leur légitimité. Et mois après mois, les travailleuses, malgré cette imposition du marché commun d'obtenir cette harmonisation salariale, elles vont voir leur fiche de paye et que rien ne bouge, pas un seul centime d'augmentation à l'horizon. Nous sommes le 9 février. Ce matin-là, la petite Germaine, qui est une militante communiste, alors elle est petite par sa taille, mais c'est une dame qui est à 2 ans de sa pension, donc on comprend que quand elle entame ce combat, ce n'est pas pour elle qu'elle se bat, c'est pour les générations à venir. Et ce matin-là, elle prend un manche à balai, un chiffon rouge, et elle traverse l'atelier du grand hall en criant « Tape du, on a assez rigolé de nous autres. Ça suffit, on s'est suffisamment moqué de nous. » Nous irons tous jusque la fin. Pas 50 centimes, pas palier, on est trop fatigués à monter. Maintenant, camarades, vous connaissez la nouvelle chanson. Après la réunion, chantez-la. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On continue.
Ça va créer un mouvement, une émulation générale. Les femmes vont discuter entre elles, elles vont arrêter leurs machines. Les plus réfractaires à l'arrêt de travail vont être expulsés purement et simplement manu militari de leurs machines. Les hommes qui oseront se mettre sur le chemin, les rares hommes qui oseront se mettre sur leur chemin, seront lynchés tout aussi clairement et mis à l'écart. Je n'aurais jamais cru qu'on allait faire ça. Ça, non. C'est quand, ce jour-là, nous avons été travailler normalement, et c'est quand nous avons vu arriver 4-5 femmes malabars pour nous faire arrêter. Les femmes en avaient ras-le-bol d'être si peu payées. Alors, il y avait quelques menus, et les menus sont venus, elles ont dit, on arrête. Au tabou, comme il est marqué. Et alors, qu'avons-nous fait? On a suivi tout le monde, mais on ne savait pas que ça aurait donné autant de semaines à faire comme ça. C'était la fête et la révolution, cette affaire-là. Les femmes se sont senties, alors qu'elles étaient humiliées dans leur travail, elles se sont senties fières de ce qu'elles faisaient. Les hommes étaient médusés. Ils ont soutenu. Mais au début, le premier jour, il y en avait qui disaient « retourne dans tes casseroles », quoi. Hein. Donc bon, voilà, c'est dans une ambiance survoltée, exaltée, une façon d'exprimer cette tripe, hein. Elles sont parties en chantant, elles sont passées partout. Je me souviens qu'il y avait des gars qui disaient, qui racontaient après, qui disaient bah, on n'a qu'à se barrer parce que si on était tombé dans leurs pattes, on n'aurait pas mené grand large. Hein. D'après les témoignages de l'époque, les hommes, quand ils ont entendu parler du mouvement, ils ont commencé à dire « ouais, c'est ça, elles vont braire, puis on verra bien ». Eh bien non, elles n'ont pas fait que braire, elles se sont organisées, structurées, conscientisées politiquement et se sont outillées pour mener à bien ce combat. Je demande à la camarade Germaine de ne pas provoquer d'incident, s'il vous plaît. Connue pour son franc-parler, s'exprimant presque exclusivement en wallon, et très appréciée des autres travailleuses de l'usine, Germaine Martens sera durant l'ensemble de la grève l'une des porte-paroles du mouvement, distribuant des tracts ou haranguant la foule des grévistes lors des manifestations et des assemblées à la ruche. Dans cette émulation, à un moment donné, la délégation syndicale va venir sur place. Une délégation syndicale majoritairement composée d'hommes. Jusqu'à cette époque, le syndicat a un visage majoritairement, essentiellement masculin et va aller à la rencontre de ces femmes et leur demander quels sont leurs souhaits, quelles sont leurs revendications. Donc, ils savent qu'il s'agit d'égalité salariale et la revendication des femmes, c'est quoi? C'est simplement 5 francs d'augmentation. 5 francs d'augmentation, ça ne comble pas les 35% d'inégalité salariale, mais c'est une augmentation symbolique, simplement. Ce n'est pas grand-chose. Ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à la différence entre le salaire féminin le plus élevé et le salaire masculin le plus bas d'un manœuvre. La délégation syndicale essaye de convaincre les femmes de reprendre le travail ce 9 février. Elles acceptent de reprendre le boulot, mais à une condition, c'est d'obtenir cette augmentation symbolique de 5 francs belges à l'heure. Donc elles reprennent le travail et la délégation part négocier avec le banc patronal. Entre le 9 février et le 16 février, ça ne va pas être une semaine de repos, c'est une semaine pendant laquelle elles vont faire de multiples arrêts de travail essentiels. Essentiel dans un mouvement de travailleurs et de travailleuses, d'avoir ces moments où on s'arrête pour discuter politique, pour discuter de son sort, pour discuter des perspectives à mettre en œuvre et de la stratégie à développer au sein du mouvement. Et elles vont également écrire un pastiche de la chanson « Le travail, c'est la santé », qui est une chanson d'Henri Salvador. Alors pour l'anecdote, je voudrais quand même préciser que, honte à Henri Salvador, il a quand même porté plainte contre ces femmes qui ont osé désobéir et détourner les paroles de sa sacrée chanson.
Le 16 février, la délégation syndicale revient, les mains vides. La direction refuse de négocier, refuse d'accorder cette augmentation salariale de 5 francs belges symbolique. Et c'est à partir de ce moment que les femmes vont rentrer en grève, dans un mouvement de grève qui va durer pendant 12 semaines de pression, 12 semaines de négociations, 11 assemblées à la Ruche, ancienne maison du peuple, pendant lesquelles les travailleuses vont organiser la vie démocratique au sein de l'usine, vont se battre, vont réfléchir ensemble et vont se fédérer. Ça servait à quelque chose. Parce que les femmes faisaient des fautes pour finir, même contre les syndicats. Ah ouais. Ils ont laissé faire les femmes et c'est les femmes qui ont fait tout. C'était des hommes, essentiellement. Les hommes nous suivaient. J'ai mon mari qui travaillait là aussi, et il suivait à toutes les réunions qu'on faisait et tout ça. Ouais. Parce que lui était délégué à ce moment-là, FGTB. Donc c'est vous qui avez mené tout ça à la baguette, en fait. Voilà, moi et les autres femmes, on a mené bien comme il faut, Josette. Ah ouais. Alors, tenir un mouvement de grève pendant 12 semaines, c'est extrêmement difficile, financièrement avant tout. Il faut savoir que ces femmes vivaient avec une indemnité de grève. Donc, elles n'avaient qu'une petite portion de ce qu'elles avaient habituellement pour vivre. Elles vivaient donc dans une pauvreté extrême. Le chômage technique gagne l'entreprise. Bon nombre d'hommes n'ont plus accès à leur boulot. Ils refusent par solidarité de remplacer les femmes à ces postes, à leurs postes. Et petit à petit, le syndicat va mettre en place, ils vont avoir leur indemnité de chômage pour pouvoir tenir pendant cette grève. Et le syndicat va compenser ce manque à gagner en leur payant également une indemnité de grève. Tenir 12 semaines, c'est pas rien, c'est conséquent et ça n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu autour de ces femmes une solidarité effective et réelle. Elles n'imaginaient pas qu'autant de solidarité était possible. Il n'y a pas que les travailleurs qui sont solidaires avec elles, il y a aussi toutes les structures syndicales qui les soutiennent, qui font des récoltes de biens, de colis, qui versent de l'argent. Il y a aussi des personnes qui prennent de leurs économies pour leur donner de l'argent. Les commerçants savent que sans ces femmes, leur force active n'est plus possible, leur économie ne tourne plus. Et donc, ils vont envoyer des colis alimentaires, ils vont soutenir ces femmes. Il y aura même des délégations étrangères qui viendront les soutenir. Je suis effectivement au syndicat des employés et au nom de mon organisation, je tiens à vous dire toute notre admiration pour votre mouvement. Vous savez, nous avons également chez nous pas mal de femmes et pas mal de femmes actives sur le plan syndical. Vous les connaissez, ce sont vos collègues, ce sont les vendeuses de grands magasins. Elles ont fait des grèves, mais encore jusqu'à présent, elles n'ont pas eu l'occasion de faire une grève d'aussi longue durée que la vôtre. Et je dois vous dire que pour toutes les femmes, votre mouvement, sa durée, son unanimité sont véritablement un exemple. Je voudrais vous dire que nous ne comptons pas nous limiter à des félicitations un peu stériles. Nous avons décidé au syndicat des employés de faire courir dans toutes nos sections syndicales des listes de souscription pour soutenir votre mouvement. Le mouvement de grève des femmes de la FN s'est contaminé à d'autres entreprises. Elles ont été rejointes par les travailleuses de chez Schreder, des ASSEC Herstal et des ASSEC Charleroi. Et ces entreprises se sont embrasées, ont rejoint le mouvement. Ces femmes obtiendront satisfaction bien avant les travailleuses de la FN, sur lesquelles la direction va exercer une énorme pression, puisqu'elles vont tenir pendant ces 12 semaines. Et au-delà de ces bassins industriels, c'est également un mouvement internationales qu'elles ont amorcées, puisqu'elles ont été soutenues, on peut le constater ici sur cette affiche, par des délégations étrangères lors de la manifestation du 25 avril à Liège. On voit ici que la pancarte « Égalité » est traduite en plusieurs langues, en français, en espagnol, en italien, en allemand. On raconte même que jusqu'au Venezuela, la presse saluait le courage de ces femmes machines qui avaient osé braver l'interdiction patronale quant à ce droit de grève.
Cette grève qui dure 12 semaines nous amène jusqu'au 5 mai, le 5 mai 1966, où une dernière assemblée générale est tenue avec le personnel, avec les militantes. Et on va à ce moment-là faire un vote à bulletin secret parce qu'on sait que les femmes sont fatiguées. 12 semaines de grève, c'est éreintant. Et la proposition de la direction sera la suivante. 2 francs d'augmentation dès la reprise du travail et 75 centimes. Ce n'est pas les 5 francs, elles sont fatiguées économiquement, psychologiquement, physiquement. Elles ont mené un combat que personne n'aurait imaginé. Et donc ce vote va se faire à bulletin secret et sur 1545 votes émis, il y a 1320 votes qui sont pour la reprise du travail, 205 non et 20 bulletins nuls. Elles seront un peu déçues par cette négociation tardive, éreintante, mais elles savent qu'elles ont ouvert une brèche énorme, une brèche au cœur des syndicats. Le monde syndical qui était jusque-là un monde d'hommes va devoir faire place aussi à ces femmes qui sont capables de lutter aussi bien que les hommes. Je dois dire qu'on a fait un beau combat et si ce serait de notre temps à refaire, on le referait. Et je trouve que si on aurait fait une semaine de plus, on aurait encore eu plus. Mais voilà. C'est vous sur la photo? Oui. Oui. Alors, on a fait le tour et puis ma femme m'appelle, elle me dit on est en photo. Je dis c'est pas possible puisqu'on n'était pas là en 66. Et alors, en fait, on s'est aperçu que c'est le tableau du dépouillement de 1974, donc la deuxième grève des femmes, donc les gamins machines et les femmes machines. Donc l'année 1974, au mois de septembre, il y a 42 ans. Et on fait toujours partie du personnel. Ça nous a fait un choc, hein, parce que 42 ans, vite passé. Hein. Déjà. Ouais. Mais on ne regrette pas, parce qu'on ne faisait pas grève pour soi, on faisait grève pour les générations. On a été contents d'avoir fait grève, parce qu'on avance. Ce qu'on a obtenu, c'est pour les jeunes. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se bouger aujourd'hui et aussi aller essayer d'arracher des conquêtes pour les travailleuses et les travailleurs? Ah ben nous, on est prêts. Nous, on est prêts à recommencer, puisque nous, on l'a fait en étant jeunes. Ben, si on devrait le refaire, on le referait. Pour moi, c'est vraiment un retour en arrière, si je peux dire ça comme cela, puisque quand je suis rentré à la FN en 1980, l'odeur, les relents, l'histoire de cette grève des femmes de la FN a imprégné les murs et je peux dire qu'elle a imprégné aussi toute notre forme d'éducation de travailleurs. Donc c'est quelque chose qui marque quand vous rentrez à la FN, puisque nous étions déjà encore en ce temps-là, en 1980, plus de 11 000 travailleurs. Et dans la foulée, dans l'immédiat, nous avons eu même un mouvement social qui s'est créé une semaine après. Donc déjà dans la pointe du combat, dans le sens de dire, ben voilà, il y avait une situation que les gens de la FN n'acceptaient pas. Mais il y a un mouvement social qui s'est créé, on a été dans le mouvement, on a été pris, on a continué. Et je pense que ça a littéralement orienté mon envie de combattre et d'avancer socialement, quoi. Annie Massé, est-ce que vous êtes encore une femme en colère aujourd'hui? Toujours. Comment dirais-je, ça n'a pas l'air comme ça, hein, parce que je parle gentiment, elle. Mais je suis peinée de voir à quel point on a gaspillé ou laissé prendre des droits fondamentaux. Je suis révoltée d'entendre les hypocrisies de toute la droite, des patrons.
je dirais qu'on revit l'avant-guerre. Parce que ce n'est pas des choses isolées, ce qui se passe sur l'Europe. Le capitalisme a vraiment décidé de mettre à mal 100 ans de conquête ouvrière. Vous savez, aujourd'hui, on est en train d'opposer les gens à travers leurs souffrances. Il y a les femmes qui souffrent dans leur coin, il y a les exclus qui souffrent dans leur coin, il y a les sans-papiers qui sont invisibles en termes de droits, mais utilisés par le système en place quand ça les arrange. Et donc, on est en train de dresser les gens, souffrance contre souffrance. Une espèce de catalogue des souffrances est en train de se mettre en place et chacun, dans sa portion restreinte de souffrance, est en train d'essayer de s'en sortir comme il peut ou comme elle peut. Alors, il est clair que les femmes restent plus touchées par ces mesures d'austérité imposées par ce gouvernement des droites. Il est clair que les femmes gèrent encore majoritairement la pénibilité de la vie à travers les petites tâches du quotidien, que ce n'est pas reconnu, que ce n'est pas respecté. Mais néanmoins, si le combat n'est pas collectif, si les hommes n'acceptent pas de perdre une partie de leurs privilèges, nous n'aurons pas gagné, nous les femmes. On revient à une situation où, de nouveau, les droits des femmes sont fortement remis en question, parce que quand on met en place des législations qui touchent au temps partiel, qui touchent aux pensions, qui touchent aux allocataires sociaux, à tous les coups, ce sont les femmes qui sont en première ligne. Est-ce que vous êtes une femme en colère, Dominique Dauby ? Ou pour le dire autrement, est-ce que vous plaidez pour que revienne le temps de la colère ? Oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que les droits des femmes sont de nouveau attaqués, mais je suis en colère aussi parce que dans les luttes qui se mènent, à nouveau, on a tendance à instrumentaliser et le combat des femmes, et le corps des femmes, et le désir des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui me met, oui, très en colère, et qui fait qu'on voit dans la population aussi monter la colère. Alors on peut se dire que c'est pas la bonne réponse, mais en même temps, quand le rouleau compresseur est sur les femmes et sur les hommes comme il l'est aujourd'hui, je sais pas très bien quelle est la marge de manœuvre qui est donnée aux femmes notamment pour s'exprimer et défendre leurs droits, si ce n'est la colère. Si vous deviez identifier 2 ou 3 combats clés pour les travailleurs aujourd'hui, pour les organisations syndicales, pour transformer ce monde dans lequel on est rongé par le capitalisme. La première chose, c'est qui serait la plus utile, c'est la réduction de la durée du travail. Ça, c'est la clé d'énormément de choses. Renforcer les équipements collectifs pour que les femmes soient véritablement libres de travailler. Avoir un enseignement qui éveille les consciences des enfants. Laisser fleurir les sans-fleurs, quelque chose de ce genre-là. Être libre. C'est ça que je dirais. Voilà pour cette page d'histoire, cette belle lutte des femmes de la FN pour leurs droits de travailleuses, leurs droits de femmes, et pour l'égalité, ce combat qui reste particulièrement d'actualité. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion, je vous invite à visiter le site web de l'exposition Femmes en colère, à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran, www.femmesencolère.be. L'expo est terminée maintenant, mais ce site web vous propose toujours de nombreux documents, des photos et un dossier pédagogique très complet. Si vous souhaitez revoir cette émission ou en commander le DVD, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec nous à l'adresse également qui s'inscrit en bas de votre écran, www.fgtb-wallonne.be. Merci de votre écoute et à bientôt pour notre prochaine émission. Portez-vous bien. Aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, et